Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les réseaux de neurones, ce n'est pas un type de modèle de machine learning qui a pour objectif de fonctionner comme les neurones de notre cerveau. Apparemment, ça n'a même rien à voir. C'est exactement ce que dit François Chollet dans son livre Deep Learning with Python. Et dans cette vidéo, on verra ensemble concrètement qu'est-ce qu'un réseau de neurones, qu'est-ce que le deep learning. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. J'ai lancé le challenge 30 Days of Generative AI où pendant 30 jours, on va faire ensemble le tour du monde de l'IA générative. Le challenge t'intéresse, il y a 4 choses à faire. On s'abonne, on like, on partage et surtout, on active la cloche de notification pour recevoir les 27 prochaines vidéos de ce challenge. Nous sommes sur ma présentation et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le deep learning, quelles données utiliser pour concevoir des modèles de deep learning, quels sont les indispensables pour construire un modèle de deep learning efficace et on verra surtout comment fonctionne un réseau de neurones et enfin, quelles étapes suivre pour construire des modèles de qualité. On va commencer déjà par la définition du deep learning. Comme je le disais en introduction, le deep learning, ce n'est pas cette méthode qui se comporte un peu comme les neurones de nos cerveaux. Ça n'a rien à voir d'après François Chollet. Donc, concrètement, avant de définir le deep learning, regardez bien ce graphique parce que ça permet déjà d'avoir une première vision. Ici, on a l'intelligence artificielle qui est la grande famille qui consiste en fait l'ensemble des méthodes qui vont chercher à repliquer les tâches qui sont normalement produites par des êtres humains. Donc, on va essayer d'imiter au maximum l'être humain pour réaliser certaines tâches. Donc, on va automatiser et les tâches seront réalisées par des machines. La tâche, ça peut être quoi? Reconnaissance faciale. Il y a des outils d'IA qui vont le faire. On a la voiture autonome. L'intelligence artificielle va conduire à la place de l'être humain. On a la recommandation de films et autres. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Pour faire de l'intelligence artificielle, on peut utiliser des règles simples comme if-else, des procédures bien définies par des programmes informatiques, ou alors on peut utiliser ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, c'est l'ensemble des méthodes qui donnent à l'ordinateur la capacité d'apprendre par elle-même à partir des exemples, à partir des données. Donc, avec le machine learning, la machine n'est plus explicitement programmée pour faire de l'intelligence artificielle, entre guillemets, mais plutôt, on va lui donner la capacité d'apprendre à partir des données. C'est ça le machine learning. Et c'est la grosse famille dans laquelle on a le deep learning. Deep learning discriminatif, deep learning génératif. C'est pour ça qu'avant de parler d'IA génératif, il faut comprendre exactement ce que c'est que le deep learning. Avant de voir ce que c'est que le deep learning, il faut comprendre déjà le machine learning, comment ça fonctionne. Donc, machine learning classique, quand je parle de classique, je parle de régression linéaire, de régression logistique, boosting, bagging ou encore random forest. C'est ça que je mets dans classique. L'objectif central, c'est de trouver la meilleure représentation des données qui permettent d'obtenir des meilleures prédictions. Donc, lorsque je construis un modèle de machine learning qui va permettre de déterminer si les clients vont aller chez le concurrent ou pas, en gros, je vais prendre mes caractéristiques, je vais les projeter sur un plan, sur un espace et retrouver la meilleure séparation des clients qui vont chez la concurrence et les clients qui ne vont pas chez la concurrence. C'est ça en fait le machine learning, c'est de trouver la meilleure représentation des données qui va séparer les deux groupes si on est en classification. Donc ici, imaginez-vous, en bleu, c'est ceux qui seront fidèles et en rouge, ce sont les clients qui vont churner. Donc l'objectif du machine learning, à partir de ces données brutes qui sont comme ça un peu éparpillées, on trouve la meilleure représentation, c'est-à-dire la meilleure séparation dans l'espace ou dans le plan, ici, qui va séparer les individus qui ont churné en rouge des individus qui vont rester utiliser le produit. Ça, c'est le machine learning. C'est juste une question de représentation graphique. Un graphique pour séparer à peu près les bons des mauvais ou encore les churn de ceux qui vont rester. Et dites-vous que le deep learning, c'est exactement le même principe, mais sauf qu'on aura plusieurs couches de représentation. Donc, deep learning, c'est toujours une question de représentation, de trouver les meilleures représentations possibles qui vont permettre de séparer les différentes caractéristiques. Je vous montre ici un exemple. Donc, quand on parle de deep learning, il faut retenir tout simplement que on a quelque chose qui va ressembler à ça. On aura plusieurs couches. En machine learning, on a peut-être une seule couche qui permet de représenter en fait les données pour avoir la meilleure prédiction. Mais dans le deep learning, on aura plusieurs couches. La première couche aura sa propre représentation des données.
La seconde couche aura une autre représentation, la troisième, la quatrième, jusqu'à la dernière. Et la dernière, on va faire une combinaison des différentes couches en fonction des poids pour avoir la prédiction finale ici en output. Donc voilà. Donc en entrée, ici, c'est pas visible, mais on a les données. On passe dans notre modèle de réseau de neurones, ça on appelle ça les layers, ce sont des couches. On passe dans les couches et chaque couche fait des représentations des données et à la fin, on a la prédiction sur la dernière couche. Donc en général, en deep learning, la dernière couche, c'est la couche de prédiction. Il y a cette définition de François Chollet que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai mis ici, qui dit que le deep learning, c'est un sous-domaine du machine learning. C'est une sorte de représentation, une nouvelle façon de représenter des données qui met l'accent sur l'apprentissage de couches successives de représentation de plus en plus significatives. En gros, plus on va en profondeur dans les couches, plus la représentation est qualitative. C'est ça, en fait, le deep learning. Deep learning, meilleure représentation des données sur plusieurs couches qui évoluent de façon successive en matière de qualité de représentation. Donc voilà, si on met ici le graphique de différence entre machine learning et deep learning, vous allez le voir. Si par exemple ici en input, on a une voiture. En machine learning, on va faire le feature extraction. Ensuite, on va appliquer notre méthode. Et à la fin, après la méthode, on aura le résultat, voiture ou pas. En deep learning, pareil, on a l'input. Ensuite, on va mettre plusieurs couches qui vont faire à la fois la feature extraction, la représentation particulière des données. Et à la dernière couche, on aura la prédiction de notre résultat. Ça peut être soit quantitatif, ça peut être qualitatif, mais peu importe. Mais c'est ça, le deep learning. Ce n'est pas une méthode qui essaie de répliquer le cerveau humain, mais plutôt une technique qui permet de représenter la donnée sur plusieurs couches. Et chaque couche aura une pondération. Et à la fin, à la sortie du deep learning, on aura la meilleure prédiction qui sera une combinaison des différentes pondérations obtenues à travers les différentes couches. Et les couches sont successives. Voilà. Que faut-il donc pour pouvoir faire la meilleure représentation des données? Comme j'ai dit, le deep learning, c'est une question de représentation des données. Qu'a-t-on besoin pour pouvoir représenter de façon efficace nos données? Premier point, bien sûr, il faut les inputs, il faut les données, c'est-à-dire les caractéristiques. Si je fais un modèle qui permet de prédire le départ à la concurrence, il faut que j'ai les variables. Les variables, ça peut être quoi? Ça peut être le niveau de revenu du client, ça peut être la nature de la relation entre le client et l'entreprise, depuis quand il est avec nous. Les dirigeants, si c'est une entreprise, ça peut être le genre du client, ça peut être son niveau d'éducation. Donc bref, en données ici, on aura toutes les caractéristiques qui permettent de différencier de façon significative l'ensemble des individus. Deuxième donnée importante, c'est ce qu'on appelle les résultats attendus. En gros, pour chaque ligne de données, il faut avoir les résultats attendus possibles pour ces données-là. Et enfin, pour trouver la meilleure représentation, il faut qu'on trouve une mesure de performance. Comment est-ce que j'arrive à savoir que la règle, le modèle que j'ai construit, arrive à mieux répliquer la variable Y? En gros, et la mesure de performance, ça peut être MSE, RMSE, bref, si on a en classification, c'est vrai qu'ici on va parler de modèle génératif, une mesure de performance, ça peut être la similarité entre les données d'entraînement et les données prédites. Donc voilà les trois éléments essentiels pour pouvoir avoir la meilleure représentation. On doit avoir les X, c'est-à-dire les caractéristiques, les données, on doit avoir le Y, ce qui est attendu, et enfin, la méthode pour pouvoir mesurer les performances de notre modèle. Donc, maintenant, quel type de données a-t-on besoin pour faire du deep learning? En deep learning, on peut avoir des données structurées, c'est-à-dire des données qui ressemblent à ceci, à un tableau avec des individus en ligne et les variables en colonne. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici dans le challenge sans ajout de ML. N'hésitez pas à voir ça, ça fait juste là. Si vous souhaitez comprendre davantage ce que c'est. Mais par contre, la puissance du deep learning vient du fait que elle permet d'exploiter ce qu'on appelle les données non structurées. En gros, ce ne sont pas des tableaux comme ça. Les données non structurées, c'est quoi? Ce sont des documents, ce sont des images, c'est de l'audio, c'est la vidéo, des emails, les données sur les réseaux sociaux. Donc, tous ces éléments-là peuvent être facilement exploités grâce au deep learning. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple le cas du texte, en général, dans le texte, chaque mot, c'est une variable. Et imaginez-vous, j'ai fait une régression logistique avec la lettre E comme étant une variable de mon modèle. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Et pourtant, en deep learning, on est capable d'extraire des features intéressantes pour pouvoir faire
des modèles efficaces. Donc, c'est ça, en fait. En deep learning, c'est surtout puissant dans les données non structurées. Les données structurées, en général, c'est le modèle de machine learning classique, même si on peut faire du deep learning sur des données structurées, mais la plupart du temps, où le deep learning est puissant, c'est sur des données non structurées. Maintenant, le deep learning, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que en général, les modèles derrière, ce sont des réseaux de neurones. Donc, on va voir donc ensemble quelle est l'anatomie des réseaux de neurones, de quoi est constitué les réseaux de neurones. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 5 caractéristiques essentielles qu'il faut connaître sur les réseaux de neurones. Premier élément qui est important, c'est les fameuses couches, c'est-à-dire les layers qui sont connectés en réseau. Les layers sont les couches dont je montrais tout à l'heure. C'était où? Ici. Donc voilà, ça sont les layers, ce sont les couches. On les représente souvent comme ça. Les layers, vous voyez ici, les craies, c'est la connexion qui existe entre ces couches, c'est entre ces layers. Donc, premier élément, la couche, c'est une sorte de représentation de la donnée. Il y a plusieurs représentations. Donc, une couche dans les réseaux de neurones, c'est une représentation de la donnée. Deuxième élément, c'est la donnée d'entrée et la variable cible. Ça, on a vu ça tout à l'heure, le X et le Y. Troisième point essentiel, c'est la fonction de perte. La fonction de perte, c'est ce qui va vous permettre de juger de l'efficacité de votre algorithme. En gros, ça va permettre de calculer la différence entre la valeur observée et la valeur prédite. Donc, c'est ça, en fait, la fonction de perte. Quatrième point important, c'est la méthode d'optimisation. Dans le deep learning, chaque couche a un certain poids. En général, pour pouvoir construire un réseau de neurones, à la base, les poids sont mis de façon aléatoire et ensuite, c'est optimisé avec l'algorithme qu'on va voir juste après. Et justement, pour pouvoir optimiser ces poids, il faut une méthode d'optimisation. Et dernier point, la fonction d'activation. La fonction d'activation, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de rendre une couche, en fait, d'ajouter de la non-linéarité dans la représentation de chaque couche. On verra ça tout à l'heure. Donc, les 5 points à retenir sur les réseaux de neurones, c'est la notion de couche, les layers, les données d'entrée, les données de sortie, la variable cible, la fonction de perte, ce qui permet en fait de juger de l'efficacité du modèle. Entre guillemets, c'est celle qu'on va minimiser. La méthode d'optimisation pour trouver les poids les plus appropriés et la fonction d'activation qui ajoute de la non-linéarité. Commençons tout de suite ici. Voici à quoi ressemble en fait l'architecture d'un réseau de neurones simple. On a des inputs. Ici, c'est les X, c'est-à-dire les caractéristiques. On a une première couche, une première layer, c'est-à-dire une transformation des données. Il y a ici une représentation des données qui est associée à un poids. On a une autre couche, toujours une sorte de transformation des données qui a un autre poids. Et après ça, on a la prédiction. En général, les dernières couches dans les réseaux de neurones, ce sont des couches de prédiction. Et pour pouvoir faire la prédiction, lorsqu'on a fait la prédiction, on calcule ce qu'on appelle la fonction de perte. Et on compare cette fonction de perte à la vraie valeur. En gros, c'est la différence entre, c'est une fonction qui va évaluer la différence entre la prédiction et la vraie valeur. Donc, la fonction de perte, c'est une fonction des prédictions et de la vraie valeur. Et là, on aura le score de perte qui doit être minimisé. Donc ici, c'est ici optimisé. Une fois que c'est optimisé, on va mettre à jour les poids, ainsi de suite. C'est ça, en fait, la structure des réseaux de neurones. On va maintenant voir ensemble les différentes couches de réseaux de neurones à connaître. Donc ici, il y en a 7 principales. Je n'ai pas parlé de la couche d'entrée, je n'ai pas parlé de la couche de sortie. Première couche à connaître, c'est la couche dense. Une couche dense, c'est une couche dans laquelle les neurones sont complètement connectés entre eux. Et c'est la couche de base en deep learning qui est utilisée dans le modèle MLP, perceptron multicouche. Deuxième couche, c'est ce qu'on appelle la couche de convolution. Si vous avez entendu parler de réseau de neurones convolutionnels, c'est parce qu'il y a une couche de convolution. Et la couche de convolution, en général, permet d'extraire les caractéristiques sur des images. Donc, la couche de convolution permet d'extraire des caractéristiques sur les images. C'est justement utilisé en computer vision, le réseau de neurones convolutionnels. La troisième couche à connaître, c'est la couche de récurrence. Recurrent layer, qui est très utilisée pour les données de séquence, justement, sur les travaux de NLP. En général, on va utiliser des couches de récurrence. Troisième couche, la couche de pooling qui permet de réduire en fait la taille des données utilisées dans les CNN, les réseaux de neurones convolutionnels. Et ensuite, vous avez la couche de normalisation, comme son nom l'indique, ça va permettre de normaliser les données. Vous avez la couche de régularisation. Ici, c'est pour éviter l'overfitting dans les réseaux de neurones. On en parlera plus tard, mais globalement, on peut ajouter des couches qui vont appliquer des paramètres de régularisation L1, L2.
Et enfin, vous avez la couche d'attention qui permet souvent d'améliorer les réseaux de neurones récurrents. Voilà les 7 principales couches à connaître. Il y en a d'autres qu'on verra durant ce challenge. Mais sinon, le deep learning, c'est tout simplement un graphe orienté acyclique de couches. C'est un graphe avec plusieurs couches. Une couche, c'est une représentation des données. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle couche choisir. En général, lorsqu'on fait du deep learning, le choix de l'architecture du réseau de neurones à mettre en place, c'est plus une question d'art que de science. En gros, il n'y a pas de règle fixe. C'est l'expérience qui va vous donner, en fait, ce qu'il faut mettre. On sait que la convolution, c'est adapté pour les images, mais il n'y a pas de règle fixe qui vous dit ajoutez telle couche, telle couche, telle couche, mettez tel paramètre. C'est plus de l'art dans les réseaux de neurones. C'est pas comme les modèles classiques dans les réseaux de neurones. C'est plus de l'art, c'est plus du test. Et on voit ce qui donne les meilleures performances en général. Maintenant, on va parler d'une notion centrale qui est la fonction d'activation. Qu'est-ce que c'est? La fonction d'activation dans les réseaux de neurones, c'est tout simplement des fonctions mathématiques qu'on va ajouter pour introduire de la non-linéarité, ce qui permet au réseau d'apprendre des relations plus complexes. Ici, je vous ai mis les fonctions d'activation les plus populaires. Vous avez la sigmoïde qui est souvent utilisée en fonction de sortie lorsqu'on fait de la classification. Vous avez la couche ReLU, la fonction d'activation ReLU. Vous avez la tangente hyperbolique. Vous avez max out. Vous avez leaky ReLU et autres. Donc voilà à peu près les principales fonctions d'activation que vous allez trouver. Un quatrième point important dans les réseaux de neurones, la fonction de PET. C'est la fonction de PET qui permet en fait qu'on cherche à minimiser en général. Ça mesure en fait la distance entre la valeur observée et la valeur prédite. On verra tout à l'heure ce que c'est que la backpropagation. Vous allez voir ce que c'est que la fonction de PET, mais c'est important d'avoir ça en tête. Et en général, les fonctions de PET dans les réseaux de neurones, c'est comme dans les machine learning classiques. On a le RMS si on est en régression, l'entropie si on est en classification. Donc voilà les 2 principales utilisées comme fonction de PET. Après la fonction de PET, les 2 notions à connaître sur les réseaux de neurones, c'est la notion de propagation avant ou feed-forward et backpropagation ou encore propagation arrière. Qu'est-ce que c'est que la propagation avant? En gros, lorsqu'on parle de propagation avant, en fait, dans le réseau, les données seront transmises de la couche d'entrée à la couche de sortie. Et chaque neurone calcule une valeur d'activation en fonction de ses poids et du biais, puis passe cette valeur à la couche suivante. Donc, je calcule ma valeur dans une couche et je la passe à la couche suivante jusqu'à la couche de sortie qui sera la couche de prédiction. C'est ça, le processus feed-forward ou encore propagation vers l'avant. On va de la couche d'entrée vers la couche de sortie. Deuxième processus, après avoir mis en place justement cette feed-forward ou bien encore le forward ou encore propagation à l'avant, on va faire la rétropropagation. Après la propagation avant, on va calculer l'erreur entre les prédictions qu'on a obtenues dans la couche de sortie et les valeurs réellement observées. Une fois qu'on aura cette prédiction ou une fois qu'on aura cette erreur, on va rétropropager l'erreur de la couche de sortie vers la couche d'entrée. C'est pour ça qu'on parle de rétropropagation. Après avoir rétropropagé cette erreur de la couche de sortie vers la couche d'entrée, on va les réajuster pour pouvoir minimiser l'erreur en appliquant justement les techniques d'optimisation comme la descente de gradient. Donc c'est ça la backpropagation, c'est la technique qui va consister en fait à minimiser l'erreur et à ajuster les poids en passant de la couche de sortie vers la couche d'entrée. Donc on va d'abord commencer par la propagation avant, on aura les prédictions sur la couche de sortie, puis on rétropropage l'erreur de la couche de sortie vers la couche d'entrée. On va réajuster les poids pour pouvoir minimiser l'erreur avec une technique d'optimisation. Et en parlant de technique d'optimisation, dans le deep learning, vous avez justement, c'est la descente de gradient, et les variants les plus populaires, c'est ce qu'on appelle ADAM, Adaptative Moment Estimation, ou encore RMS-Prop. Voilà les 2 variantes les plus populaires dans la littérature en matière de méthodes d'optimisation dont les poids des différentes couches sont optimisés par la descente de gradient stochastique. Ce sont donc les étapes à mettre en place pour pouvoir construire un modèle de deep learning. En fait, ce sont les mêmes que les modèles de machine learning classiques que vous connaissez. Il y a toutes les 6 étapes simples. Mais sauf que dans le deep learning, on aura moins besoin de sélection de variables parce qu'il y a plusieurs couches. Et justement, chaque couche a une certaine représentation des données qui fait en sorte que la sélection des variables est simplifiée. Mais sinon, les étapes sont les mêmes. On commence d'abord par définir l'objectif.
on comprend la donnée, on analyse la donnée, on nettoie, enlève les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes. Ensuite, on va essayer de comprendre les variables quand même. Puis, on va diviser train test ou encore choisir la méthode de validation croisée appropriée. Ensuite, on développe le modèle. Et puis, on va tester ses performances sur une base de données indépendante. On choisit le meilleur modèle. Et enfin, c'est la mise en production, suivi des backtesting pour vérifier l'évaluation des performances du modèle après sa mise en production. C'est ça les étapes, c'est classique. Demain, dans la vidéo du jour 4, on verra ensemble concrètement comment mettre en place un modèle de deep learning de A à Z. Maintenant, on va passer au quiz de la journée 2. Le jour 2, il y avait 2 principales questions. Quelle est la principale différence entre les modèles génératifs et les modèles discriminatifs en intelligence artificielle? La bonne réponse était la réponse A. Les modèles génératifs créent de nouvelles données, tandis que les modèles discriminatifs classent des données existantes. C'est ça. Deuxième question, c'était, pouvez-vous nous nommer 3 familles de modèles génératifs qui ont été explorées durant la présentation? Et les 3 familles, c'était les modèles GAN, les modèles de diffusion et les modèles auto-régressifs. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse. Et pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici dans la vidéo, comme d'habitude, il y a un quiz. Mettez vos réponses en commentaire. Première question, c'est qu'est-ce qu'une fonction d'activation dans un réseau de neurones? Réponse A. Une fonction qui calcule l'erreur entre les prédictions et les valeurs cibles. Réponse B. Une fonction qui introduit de la non-linéarité dans le modèle en transformant la sortie d'un neurone. Réponse C. Une fonction qui initialise les poids du réseau. Vos réponses en commentaire. Deuxième question. Quel est l'objectif principal de la rétropropagation? Backpropagation dans l'entraînement d'un réseau de neurones. Réponse A. Calculer l'erreur absolue entre les prédictions du modèle et les valeurs cibles. Réponse B. Propager l'erreur de la couche de sortie vers la couche d'entrée afin d'ajuster les poids et de minimiser cette erreur. Réponse C. Identifier les zones inactives et désactiver pour réduire la complexité du modèle. Mettez vos réponses en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et en plus, ça donne un boost significatif à la chaîne. On like, on commente, on partage, on fait tout ce qu'on veut, mais surtout, on se donne rendez-vous demain, jour 4, pour la suite de ce challenge. Prenez bien soin de vous et